Bonjour. Après avoir étudié les origines militaires de la Révolution française, nous allons maintenant étudier le caractère militaire de la Révolution française. Alors, en explorant cette thématique dans deux sens, c'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, comment la Révolution française a transformé le fait militaire, à la fois dans l'organisation de l'armée, mais aussi dans la dimension des pratiques de la guerre. Alors ça, c'est une question qu'on verra notamment en particulier dans le cours suivant, mais dans l'autre sens, nous verrons aussi comment le fait militaire a été un facteur important de l'évolution de la Révolution française, notamment à partir de la figure du soldat citoyen, qui n'est pas une figure neutre, parce que définir le soldat, c'est aussi définir le citoyen, et c'est un modèle qui a eu une influence politique. Je ferai juste une allusion qu'on explorera de façon un petit peu plus détaillée, mais pourquoi, par exemple, les femmes sous la Révolution française n'obtiennent pas le droit de citoyenneté? Eh bien, une raison possible, c'est que justement les femmes ne participent pas ou participent marginalement à la guerre et que n'étant pas soldates, eh bien on considère finalement qu'elles ne peuvent être citoyennes. Bon, ça c'est une hypothèse qu'on explorera non pas dans ce cours mais plus tard, mais ça montre bien l'impact que peut avoir le fait militaire sur la Révolution. Alors, la problématique qui se pose, elle est formulée par l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, donc qui évoque cette notion de force publique. Cette notion de force publique, eh bien, elle a une signification très forte, parce que parler de force publique, c'est pas du tout neutre. Et d'ailleurs, c'est un petit peu suggéré par la deuxième partie de l'article. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Ça veut donc dire que la force publique, jusqu'à présent, c'était un objet qui était entre les mains du roi et que l'usage de la force publique n'était pas encadré par la loi parce que son usage, ça dépendait de la volonté du roi. Et donc, ce que change la révolution militaire, la révolution française à ce dispositif, c'est que désormais, la force publique, elle est contrôlée par la loi. Et c'est ça l'enjeu que nous allons étudier à travers l'inscription de la force armée dans l'édifice institutionnel, mais aussi à travers la transformation de l'organisation militaire. Nous verrons donc ça en trois parties. La première partie, donc, nous permettra de voir comment la force armée eh bien, participe à la révolution et participe dans les deux sens. Participe à la fois comme instrument du maintien de l'ordre. Effectivement, la force armée, ça sert à réprimer un certain nombre d'insurrections, mais comme on va le voir, la force armée, c'est aussi une puissance insurrectionnelle dans certaines circonstances. Donc, dans la deuxième partie, nous verrons comment cette tension est surmontée justement par l'inscription de la force armée dans un dispositif institutionnel et comment et par qui elle est contrôlée au moment où une Assemblée nationale constituante est créée et au moment quand même où le roi reste quand même considéré comme étant le chef de l'armée. Alors, en troisième partie, nous verrons comment de ce processus naît la figure du soldat citoyen, qui est une figure vraiment importante, puisque la définition du soldat, on va le voir, contribue aussi à la définition du citoyen. Alors, dans la première partie, nous allons donc maintenant commencer par étudier donc l'ambivalence de un contexte constitutionnel, c'est-à-dire comment la force armée va être utilisée
dans tous les sens, on va le voir, dans un sens aussi bien insurrectionnel que dans un sens répressif, donc dans les premières années de la Révolution. Donc première sous-partie, l'armée entre insurrection et répression. Alors, voici une représentation d'un épisode de la prise de la Bastille, qui est l'arrestation du gouverneur de Launay, et comme on le voit donc sur cette image, eh bien l'événement, la prise de la Bastille, est quand même assez très fortement connoté militairement. On a l'impression que c'est une bataille avec des soldats. On voit finalement assez peu de personnes civiles, et de fait, la prise de la Bastille a eu quand même pour acteur principal non pas le peuple de Paris, mais le régiment des gardes françaises. Alors, le régiment des gardes françaises, on l'avait évoqué quand on a étudié les origines militaires de la Révolution française, eh bien, le régiment des gardes françaises était un régiment particulièrement imprégné des idées nouvelles, des idées progressistes, des idées des Lumières. Alors, une des raisons pour lesquelles le régiment des gardes françaises était imprégné de ces idéaux, c'est parce que les gardes françaises étaient en garnison à Paris, ils étaient fortement insérés dans l'univers social et même culturel parisien, et donc les gardes françaises, par exemple, dans les années 1760, avaient, par exemple, revendiqué le libre accès de tous les soldats à la possibilité d'être promus au grade d'officier. Et plus généralement, on peut même dire que le régiment des gardes françaises avait revendiqué le principe de l'égalité des droits, l'égalité en droit pour tous les soldats. Et donc, ce sont les gardes françaises donc, qui contribuent fortement à l'événement de la prise de la Bastille, comme on le voit ici. Et comme on l'avait vu aussi sur la gravure qui était représentée donc, au début de ce cours dans le générique, donc avec cette petite séquence musicale. D'ailleurs, si vous voulez en écouter la suite, il faudra écouter ce cours jusqu'au bout, puisque vous aurez la suite de la séquence musicale après la conclusion. Et on voit aussi un événement qui est donc évoqué, et qui d'ailleurs survient au mois de juin, donc 1789, donc avant la prise de la Bastille, qui est le moment où le peuple parisien vient apporter son soutien à un certain nombre de soldats des gardes françaises qui avaient été placés en prison à l'abbaye de Saint-Germain, parce que ils avaient apporté leur soutien à différents moments d'insurrection du peuple parisien, parce qu'il faut bien le rappeler, la révolution ne commence pas le 14 juillet 1789, il y a des séquences insurrectionnelles avant la prise de la Bastille. Et au cours de ces séquences, un certain nombre de soldats des gardes françaises avaient apporté donc leur soutien aux Parisiens, et les Parisiens donc renversent à leur tour donc leur soutien aux gardes françaises au mois de juin. Alors, cette convergence entre les Parisiens et les gardes françaises, elle va se jouer de façon bien à nouveau insurrectionnelle. Alors, il y avait déjà eu le 12 juillet 1789 sur cette gravure que vous voyez ici. Alors, cette gravure, elle fait partie donc d'une série de gravures qui a été réalisée en 1798 et qui s'intitule Tableaux historiques de la Révolution française. D'ailleurs, on en verra plusieurs tout au long de ce cours. Alors, le 12 juillet, eh bien, il y avait eu une scène de combat entre les soldats des gardes françaises et les soldats du régiment royal allemand. Alors, le régiment royal allemand fait partie des régiments qui ont été placés par Louis XVI tout autour de Paris,
Au moment donc de la séquence insurrectionnelle, et en particulier donc après la prise de la Bastille, pour faire pression sur les Parisiens. Et donc, il y a plusieurs séquences au cours desquelles il y a des affrontements entre les Parisiens soutenus par les gardes françaises euh, et donc ces régiments tels que le royal allemand qui sont aux ordres du roi et qui incarnent justement ce que je disais tout à l'heure, qui incarnent la capacité du roi à faire usage de la force publique selon sa propre volonté. Et donc, on le voit, eh bien, l'armée, elle peut servir bien dans les deux sens, à la fois pour réprimer des mouvements insurrectionnels, et on le voit dans certaines circonstances, eh bien, elle alimente ces mouvements insurrectionnels. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout au long de la période que nous allons étudier, donc 1789-1791, et puis d'ailleurs encore aussi au-delà. L'armée ne forme pas un bloc euh, pour ou contre la Révolution. Alors, malgré tout, on va le voir quand même, elle est plutôt majoritairement favorable à la Révolution et au soutien des institutions publiques. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est justement comment, face à ce contexte et face à cette incertitude à l'égard du rôle de l'armée, eh bien, les institutions qui sont en pleine donc, transformation vont créer de nouvelles instances pour maintenir l'ordre, puisque finalement l'armée n'est pas le soutien le plus stable pour soutenir les institutions et pour maintenir et préserver l'ordre. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dès le mois de juillet, au moment donc de la prise de la Bastille, est créée une nouvelle institution qui est la Garde nationale. Alors, la Garde nationale est créée, donc je viens de le dire, en juillet 1789. Alors, comme l'indiquera la Constitution de 1791, eh bien, les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'État. Ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique. Alors, donc, la garde nationale, donc je le redis, ça n'est pas une partie de l'armée et ça n'est pas une institution. Ce sont les citoyens en armes qui sont regroupés localement à l'échelle donc alors lorsque les départements vont être créés en 1790, il y aura donc des bataillons de garde nationale et plus localement, il y a des sections de garde nationale. Alors, qui sont ces citoyens en armes? Alors, pas tous les citoyens. Pour être garde nationale, il fallait quand même avoir les moyens de se procurer, d'acheter son uniforme, son équipement, le but de cette force, armement, nous l'avons vu, c'est donc d'éviter de recourir à l'armée professionnelle. Dans certains cas, c'est ce qu'on fait. On peut parler d'une certaine façon d'une garde bourgeoise, justement, c'est-à-dire préserver l'ordre, les élites, mais aussi pour préserver le nouvel ordre institutionnel nationale qui est en train de se fabriquer, puisque l'Assemblée nationale est devenue une Assemblée nationale constituante, qui a donc pour mission de faire une constitution, et donc on considère à ce moment-là, les députés de l'Assemblée nationale constituante considèrent qu'il faut une force indépendante pour pouvoir protéger donc cette nouvelle institution donc de l'Assemblée nationale constituante et plus tard, lorsque la Constitution sera adoptée, eh bien pour protéger la Constitution. Alors, il faut désormais un cadre légal pour encadrer
l'usage de la force publique. Ce cadre légal, il est défini par la loi martiale du 21 octobre 1789. Alors, cette loi martiale, c'est elle qui va déterminer la façon dont le maintien de l'ordre va être opéré, alors que, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, auparavant, il n'y avait pas d'encadrement légal de l'usage de la force par le pouvoir exécutif. Alors, l'article 1er donc précise, dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l'instant pour établir l'ordre public, à peine par ces officiers d'être responsables des suites de leur négligence. Alors, ça c'est un point déjà fondamental, c'est que ce n'est pas le pouvoir royal, ça n'est pas le roi, ni d'ailleurs le ministre de la guerre, qui a le pouvoir d'ordonner le recours aux forces armées pour restaurer l'ordre public. Ce sont les officiers municipaux. Les officiers municipaux, donc, ont ce pouvoir de déclarer en fait l'insurrection. S'ils considèrent qu'un groupe de citoyens assemblés dans la rue présente un risque pour l'ordre public, eh bien c'est eux qui déclarent qu'il y a un moment insurrectionnel et donc ils donnent l'ordre à ces citoyens de rentrer chez eux, de défaire ce regroupement, et si les citoyens ne le font pas, n'obéissent pas à cette injonction, eh bien à ce moment-là, les officiers municipaux peuvent faire appel à la force publique. Alors l'article 2 précise le contenu de cette procédure et surtout le contenu de ce qu'on appelle donc la force publique. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge. Alors le drapeau rouge, c'est le drapeau qui signale que nous sommes dans une période d'insurrection et que là, désormais, les officiers municipaux donc, donnent ordre à tout groupe insurrectionnel de se décomposer. Et plus loin, et en même temps, les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées de prêter main forte. Alors, on le voit là, la force publique, elle est composée de trois types de forces, les gardes nationales, on vient de le voir, les troupes réglées, c'est-à-dire l'armée professionnelle, l'armée royale, et la maréchaussée. Alors, qu'est-ce qui permet donc à la loi martiale, qu'est-ce qui fait que, malgré la méfiance qui existe à l'égard des troupes professionnelles, qu'est-ce qui fait que on peut malgré tout les appeler pour rétablir l'ordre? Eh bien, ce qui permet cela, c'est que ce sont les officiers municipaux qui appellent les forces armées et non le roi. Ça n'est pas le roi qui appelle les forces, et donc on peut effectivement recourir à la force armée pour maintenir l'ordre. Alors, ensuite, on le voit à l'article 5, 9 et 10, là, puisque donc là, vous n'avez pas la loi martiale dans son intégralité, mais juste un certain nombre d'articles, eh bien, il y a une question de définition de la notion d'insurrection, qu'est-ce que c'est que les violences, etc. Alors, on va le voir plus tard, il y a des moments où les officiers municipaux interprètent une séquence insurrectionnelle comme étant violente et comme justifiant le recours, l'appel aux forces de l'ordre. Alors, en l'occurrence, souvent quand même, les gardes nationales.
Alors il y a plusieurs épisodes. Alors il y en a un qui est évoqué ici, donc c'est l'affaire de Vincennes. Alors l'affaire de Vincennes, alors heureusement, elle n'est pas allée au bout, ce qui a permis de préserver le château de Vincennes. Euh, En fait, donc, un groupe de citoyens se réunit au château de Vincennes et plus particulièrement au donjon de Vincennes et commence à le détruire avec cette idée que il s'agissait de faire la même chose que après la prise de la Bastille, puisque après la prise de la Bastille a été détruite, démontée, et là, alors sur ordre de l'Assemblée nationale. Hein, ça a été validé officiellement. En revanche, là, au château de Vincennes, les citoyens se rassemblent spontanément, sans encadrement légal, pour détruire le donjon de Vincennes. Pourquoi détruire le donjon de Vincennes? Eh bien parce que le donjon de Vincennes avait, comme la Bastille, accueilli un certain nombre de prisonniers qui avaient été placés là sur ordre du roi par lettre de cachet. Et par exemple, un des plus célèbres prisonniers du donjon de Vincennes, eh bien c'est Diderot, hein, qui avait été emprisonné là en 1749 après la publication de sa lettre sur les aveugles. Donc symboliquement, le donjon de Vincennes, c'est une sorte de Bastille bis. Et là, donc, certains citoyens veulent le détruire. Et là, les autorités municipales de Vincennes font appel à la garde nationale pour réprimer ce qui est à ce moment-là interprété comme un mouvement insurrectionnel. Alors, il y a un autre épisode d'intervention brutale de la garde nationale qui est, lui, beaucoup plus célèbre, c'est la fameuse fusillade du Champ de Mars le 17 juillet 1791. Alors, que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Eh bien, d'abord, ce qui explique cet événement, c'est la fuite du roi. Hein, la célèbre fuite de Varennes, donc le 20-21 juin 1791. Le roi cherche à quitter le royaume, à s'enfuir à l'étranger, et donc, il est arrêté donc, à Varennes, et après son arrestation, un certain nombre de citoyens se réunissent sur le Champ de Mars pour présenter une pétition à l'Assemblée nationale, une pétition donc contre le roi. Et au moment de ce rassemblement de citoyens pétitionnaires, qui n'a rien de violent initialement, bon, il y a quelques petits incidents, et là, les autorités municipales s'appuient sur ce prétexte pour faire appel à la garde nationale, et là, la garde nationale qui intervient très violemment et qui tire sur les pétitionnaires. Et donc, alors là, ce que vous voyez sur la gravure, c'est non pas Fusillade du Champ de Mars, le titre, hein, donc gravure réalisée en 1798, mais publication de la loi martiale au Champ de Mars, c'est-à-dire que ça insiste, la gravure insiste non pas tant sur le moment de violence, encore que, bon, on le voit hein, dans l'image, hein, c'est intense, c'est violent, mais sur la dimension légale. Quel est l'enjeu? C'est le fait de publier la loi martiale, et on le voit d'ailleurs au premier plan, il y a le fameux drapeau rouge qui donc déclare le moment comme étant un moment insurrectionnel. Et donc, là, on voit bien cette dimension, c'est que le recours à la force publique, c'est pas seulement quelque chose qui est encadré par la loi, mais c'est aussi un fait politique. Il s'agit d'interpréter ce moment qui n'était pas véritablement insurrectionnel comme, eh bien, comme une rébellion contre l'autorité du roi, et donc il y a quelque chose de politique dans cette dimension. Alors, on va le voir, il y a effectivement dans l'attitude
des armées, à plusieurs moments, dans plusieurs séquences, il y a une dimension politique qui est très forte. Et notamment dans une phase particulière qui sont les mutineries de l'année 1790. Alors, les mutineries de l'année 1790, donc, ce sont des mutineries d'un certain nombre de régiments, et on va le voir d'ailleurs, pas seulement d'un certain nombre de régiments, mais aussi il y a des mutineries qui se développent dans le secteur maritime, sur des vaisseaux, mais aussi dans certains arsenaux, à Brest, à Toulon. Alors, la mutinerie la plus célèbre, c'est celle qui survient donc à Nancy en août 1790, et là vous en avez une représentation, alors qui a été réalisée à la demande de l'Assemblée nationale, par Jean-Jacques Le Barbier, qui est un peintre et graveur, et qui réalisera cette demande en 1794. Alors, que se passe-t-il à Nancy donc, en août 90? Eh bien, il y a un certain nombre de régiments, dont un régiment, il y a le régiment du roi. Alors attention, régiment du roi, ça ne veut pas dire que le roi le contrôle directement. Hein, c'est bon, il n'a rien, et d'ailleurs on le voit très bien dans ce moment insurrectionnel, il n'a rien de particulièrement royal. Un autre régiment qui est un régiment suisse, le régiment de Châteauvieux. Alors, les soldats se mutinent parce qu'ils accusent les officiers euh, de, euh, de les priver de l'attribution d'une partie de leurs appointements. Il y a notamment, vous savez, on préserve sur les appointements, sur la solde qui est accordée aux soldats, on en préserve une partie qu'on appelle la masse régimentaire, pour contribuer à l'entretien du régiment. Et cette masse régimentaire, donc, qui est prélevée, c'est une sorte d'impôt qui est prélevé, de taxe qui est prélevé sur la solde des soldats, c'est géré par les officiers. Et là, les soldats accusent les officiers de détourner la masse régimentaire à leur profit personnel. Par ailleurs, les soldats de la garnison de Nancy ont créé une relation assez forte avec la population de Nancy. Bon, pour résumer, je dirais que finalement les soldats de la garnison de Nancy tendent un petit peu à devenir comme les gardes françaises, c'est-à-dire à s'insérer profondément dans les structures de la société, mais aussi dans les structures politiques de la municipalité. Et donc, ils entrent en mutinerie, et pour réprimer cette mutinerie, donc les autorités municipales font appel au marquis de Bouillé. Le marquis de Bouillé, c'est le gouverneur de Lorraine, et c'est lui qui constitue une force composée de régiments réguliers, mais évidemment qui viennent d'ailleurs, hein, qui viennent de l'extérieur de la garnison, mais aussi, et je dirais même essentiellement, de troupes de la garde nationale. Et cette force armée est envoyée à Nancy pour réprimer violemment la mutinerie. Et donc là, ce que montre cette gravure, c'est l'intervention d'un jeune lieutenant qui s'appelle Désille, qui essaye de s'interposer entre les mutins et les soldats venus réprimer la mutinerie, et en fait il se fait blesser et il mourra quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Alors là, ce que montre cette gravure, c'est que elle montre qu'il a été blessé par les mutins, par les insurgés, non pas par les soldats venus réprimer l'insurrection. Et là, en fait, on voit bien que Le Barbier réalise
représente cette séquence pour entrer en conformité avec les attentes de l'Assemblée nationale qui lui a commandé cette œuvre, parce que l'Assemblée nationale donc considère que l'intervention des forces armées pour réprimer la mutinerie, c'est elle qui est légitime, et l'Assemblée nationale, à l'inverse, donc considère comme illégitime l'insurrection des soldats qui sont assimilés donc à des rebelles. Et donc là, on le voit, ce tableau donc montre un petit peu et dénonce le caractère insurrectionnel qui est parfois donc associé à certaines forces armées et à certains régiments. On le voit à l'inverse, eh bien, la dimension insurrectionnelle, elle est soutenue par un personnage comme Marat, qui, après l'insurrection de Nancy, publie un ouvrage, une sorte de pamphlet qui s'intitule L'affreux réveil, où là il écrit « Les soldats de la garnison de Nancy sont innocents, ils sont opprimés, ils résistent à la tyrannie, ils en ont le droit, leurs chefs sont seuls coupables, c'est sur eux que doivent tomber vos coups, l'Assemblée nationale elle-même ne mérite plus votre confiance. » Et donc on le voit, là il y a une tension entre la force armée comme force de maintien de l'ordre et la force armée comme force insurrectionnelle. Et Marat et ceux qui vont devenir les montagnards ont tendance à soutenir cette dimension insurrectionnelle qui va même jusqu'à la contestation, comme on le voit là, hein, qui vont même jusqu'à la contestation du dispositif institutionnel de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, il y a une forte ambivalence sur le rôle politique de l'armée. Alors la dimension insurrectionnelle, elle s'affirme aussi dans la marine, où il y a des mutineries de marins. Alors, Antoine-François de Bertrand-Molleville avait été sous la monarchie intendant de Bretagne. Il deviendra plus tard même ministre de la Marine. Alors, il a publié au XIXe siècle un certain nombre de mémoires qui évoquent ces différentes insurrections. Alors, il parle par exemple d'une mutinerie, et là, donc, c'est assez anecdotique, la disette de vin, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, justement, à cause du contexte insurrectionnel depuis 1789. Il y a des problèmes d'approvisionnement. Il y a eu une crise économique. Alors, qui est une des causes, mais aussi il y a un enchaînement de causes à conséquences de la Révolution française. Et donc il y a une disette de vin, donc on ne peut plus fournir de vin aux marins, et oblige de donner aux équipages le déjeuner en eau de vie. Quelques-uns la refusent, d'autres la prennent avec des murmures, on punit les plus mutins, l'insurrection est plus forte à la caserne des matelots que dans la rade. Et en effet, il y a d'autres séquences insurrectionnelles qui, là, débordent des navires et certains arsenaux, comme Brest, sont soumis à une convergence entre l'insurrection des marins, mais aussi des ouvriers de l'arsenal. Alors vous avez ici l'évocation d'épisodes, donc de deux vaisseaux, le Léopard et l'América, mais qui sont à quai et donc qui impactent la ville. Et il se passe effectivement des choses comme ça à Toulon, où là, les ouvriers de l'Arsenal entrent en révolte. Donc, on le voit. Pour terminer donc sur cette première partie, on le voit, la force armée, les armées, dans le contexte de la Révolution française, jouent un rôle très multiple qui est lié aussi à la diversité de la composition sociale et politique de l'armée. Alors,
pour revenir à certains événements de mutinerie, il y a dans la garnison de Hesdin, HESDIN, en août 90, où est stationné le régiment Royal Champagne, et bien là aussi il y a une mutinerie, et un des jeunes officiers qui encadre ce régiment, eh bien, soutient la mutinerie des soldats, et cet officier s'appelle Davout. Et Davout, eh bien, il est célèbre puisqu'il deviendra maréchal d'Empire sous Napoléon. Donc, on le voit, il y a une grande diversité donc, dans la composante sociale, mais aussi politique de l'armée qui joue un rôle variable, enfin de l'armée, il faudrait dire plutôt des armées, qui joue un rôle variable dans le processus de la Révolution. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment justement, pour surmonter cette variabilité du rôle de l'armée, eh bien, comment l'Assemblée nationale constituante, puis ensuite l'Assemblée législative, va chercher à encadrer réglementairement, légalement, l'armée en la réorganisant. Parce que, eh bien, il y a une chose dont tout le monde est conscient à partir de 1789, c'est que si les soldats entrent en insurrection, c'est parce qu'ils ont des revendications aussi. Ils ont des revendications qui sont sociales, qui sont statutaires, et donc pour dépasser cette dimension insurrectionnelle ou ce potentiel insurrectionnel de l'armée, eh bien, il faut résoudre un certain nombre de problèmes structurels. Ces problèmes structurels, nous les avons vus quand nous avons étudié les origines militaires de la Révolution française, c'est le fait que l'armée fonctionne selon un certain nombre de principes, notamment, je l'évoquais tout à l'heure, le principe de l'égalité en droit. Alors, même s'il ne s'applique pas concrètement, bien théoriquement quand même, l'armée est un espace où le mérite et l'égalité en droit sont potentiellement structurants. Je dis bien potentiellement, ils ne le sont pas concrètement, mais donc il y a cette dimension un petit peu, entre guillemets, révolutionnaire de l'armée, dont les normes ne sont pas tout à fait convergentes avec les normes de la société française. Alors, ça c'est vrai jusqu'en 1789, et à partir de 1789, justement, on va voir ces normes s'articuler de façon plus harmonieuse avec la société française. Alors, cette deuxième partie s'intitule la Constitution militaire. Nous l'avons vu, cette expression, la Constitution militaire, elle est apparue dans les années 1770 et, en gros, elle signifiait l'insertion du fait militaire dans la société et dans l'ordre institutionnel. Et d'une certaine façon, il ne s'agit pas seulement d'organiser l'armée, mais aussi d'organiser son insertion dans la chose publique. Alors, nous allons commencer par voir comment la représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale constituante qui devient Assemblée législative avec la Constitution de 1791, comment donc cette représentation nationale prend en compte le fait militaire. Alors, une bonne façon de mesurer l'importance de la question militaire dans les débats politique, eh bien, c'est de regarder l'encyclopédie méthodique qui a été publiée en 1792 et dans le but de faire une sorte d'anthologie des différents discours, des rapports qui ont été publiés et débattus dans l'Assemblée nationale constituante.
Alors, on l'avait vu par ailleurs, l'encyclopédie méthodique, dans les années 1780, elle avait consacré plusieurs volumes à l'art militaire. C'est donc la confirmation de l'importance de la question militaire dans la chose publique. Alors, si on suit ce que nous dit l'encyclopédie méthodique, donc au début de la rubrique armée, eh bien, il y a cette indication, je cite, l'Assemblée constituante s'est occupée de changer l'organisation de l'armée dès le mois de novembre 1789. La discussion n'a cependant commencé à avoir quelque intérêt sur cet objet qu'au commencement de 1790, et là on voit bien l'importance du thème. Il n'est point de sujet, si l'on en excepte les finances, qui ait donné lieu à autant de projets de mémoire que celui de l'armée. Donc, effectivement, l'organisation de la chose militaire est un des principaux sujets politiques débattus donc à l'Assemblée nationale constituante. Et si on suit donc ce qui est indiqué dans cet article, c'est même le plus important après la question des finances. Alors la question des finances, on le sait, c'est les questions de l'impôt, etc. Ça, on sait très bien que c'est ça qui était à l'origine de la convocation des États généraux. Mais il faut aussi se rappeler que la convocation des États généraux, eh bien, elle avait été provoquée par la dette provoquée par la guerre d'indépendance américaine. Donc, effectivement, de fait, la question militaire, elle a une importance structurante dans la vie politique de la France à cette époque. Alors, quelles vont être les attributions confiées à l'Assemblée nationale constituante? Alors, dans un premier temps, il s'agit d'abord de lui confier comme principale attribution le budget, la fixation du budget des armées et plus généralement d'ailleurs au-delà des armées, du ministère. Et cela dit, cette question de fixer le budget, ça n'est pas seulement une question technique, c'est aussi une question politique, mais aussi une question stratégique. Pourquoi? Parce que, d'abord, fixer le budget de l'armée de façon générale, déjà, ça va déterminer les capacités militaires de la France et donc aussi la capacité à intervenir dans les affaires internationales. Mais l'Assemblée ne vote pas seulement le budget de façon globale, elle vote également la répartition du budget entre les différentes armes et entre les différentes armées, entre la marine, entre l'armée de terre, et à l'intérieur de l'armée de terre, entre l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, etc. Or, tout cela, eh bien, ça a un impact déterminant sur la stratégie de la France. Alors, celui qui l'a exprimé particulièrement, c'est Guibert. Alors, Guibert, on en a beaucoup parlé à partir de son essai général de tactique en 1772, à partir de sa défense du système de guerre moderne en 1779, et puis aussi de son action en tant que membre du comité de la guerre dans les années 80. Donc Guibert, c'est le personnage qui incarne le plus la dynamique de la pensée militaire, mais aussi qui incarne la transcription de cette dynamique dans la réalité politique. C'est pas seulement un théoricien, c'est aussi un de ceux qui contribuent à aux réformes de l'armée française. Alors, en 1789, on pourrait donc considérer que Guibert doit vivre son triomphe. Parce que ça fait longtemps qu'il propose un certain nombre de réformes militaires, mais en 1789, justement, Guibert se voit surtout reprocher son action au service de Louis XVI. Et lorsque il souhaite
être élu représentant de la noblesse aux États généraux, eh bien sa candidature est rejetée. Et donc Guibert va vivre la Révolution, le début de la Révolution française, l'année 89 et la première moitié de l'année 90, eh bien comme un drame, parce que eh bien, ce que la Révolution française est en train de faire correspond grosso modo à tout ce qu'il espérait. Alors, de façon globale, sur le plan d'un point de vue plus détaillé, il y a un certain nombre de choses qu'il n'approuve pas, mais surtout, à titre personnel, il vit ça comme un drame parce qu'il est rejeté. Il est rejeté comme euh, un acteur des réformes de la monarchie, et donc on a ce sentiment finalement que la Révolution française, elle se fait contre lui. Alors que lui, il avait préconisé beaucoup de mesures et beaucoup de principes qui vont être appliqués sous la Révolution. Et donc, il publie en 1790 un ouvrage qui s'intitule donc le Traité de la force publique, bien, dans lequel justement il expose sa vision des évolutions, des réformes aussi prises en compte depuis 1789. Alors, qu'il approuve dans leur esprit et dans leurs principes généraux, mais d'un point de vue un petit peu plus détaillé, eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'il désapprouve, on y reviendra. Mais donc, lorsqu'il examine, par exemple, le rôle que doit avoir l'Assemblée nationale sur la fixation du budget des armées, eh bien, il explique justement que c'est un enjeu stratégique. Voilà dans cette citation. La position du royaume, sa politique extérieure, la nature et l'étendue de ses frontières et de ses côtes, sa population, le pied d'armement des puissances voisines pendant la paix, etc., etc. Donc, on le voit, finalement, qui décide de la stratégie, du positionnement stratégique et même du positionnement de la France sur le plan des relations internationales de façon globale, eh bien, c'est l'Assemblée. Et donc, effectivement, l'Assemblée nationale devient le lieu où l'armée se réforme. Et d'ailleurs, pour revenir sur le bilan qui était fait par l'encyclopédie méthodique, quand on examine en détail les débats qui se sont développés à l'Assemblée nationale, c'est véritablement stupéfiant parce que c'est d'une précision vraiment remarquable. Les différentes interventions des députés eh bien, sont très très bien documentées. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux sont des militaires ou d'anciens militaires, et on a parfois même le sentiment, quand on lit les rapports qui sont publiés par exemple pour des projets de loi, qu'il s'agit de véritables traités de théorie militaire. Et donc, voilà le rôle de l'Assemblée constituante qui va contribuer largement à la réforme de l'armée. Maintenant, il va y avoir plus précisément une organisation institutionnelle qui va se constituer et qui est ce qu'on appelle le comité militaire. Le comité militaire, eh bien, il est créé donc en octobre 1789, et donc c'est un comité composé de députés, et un certain nombre d'entre eux, on les retrouvera parce que c'est eux qui sont les porteurs d'un certain nombre de réformes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comité? Alors d'abord, des comités, il n'y en a pas que pour la chose militaire, il y a un comité des finances, il y a des comités sur tous les sujets majeurs qui sont pris en charge par l'Assemblée. Alors, le rôle de ce comité, c'est d'être une interface entre l'Assemblée et le pouvoir exécutif. Lorsque, par exemple, un ministre veut proposer un projet de loi, eh bien, il passe par le comité et c'est le comité qui le met en forme et c'est le comité qui le défend devant l'Assemblée.
Par ailleurs, le comité militaire devient une véritable institution, une institution qui est dotée d'une certaine forme d'autonomie, puisque on lui attribue même des commissaires, et ces commissaires vont en mission réaliser des notes, des inspections sur un certain nombre de problématiques, donc de fonctionnement de l'armée. Et donc, le comité militaire, c'est vraiment l'acteur majeur des différentes réformes et de la transformation du fait militaire, donc dans les années 1789-91, mais on le verra d'ailleurs hein, lors du prochain cours, et même au-delà. Alors, ce comité militaire, ne faut pas l'oublier, il est composé donc de députés. C'est une représentation, c'est une instance donc qui est rattachée à l'Assemblée nationale. Mais il a, je dirais presque, une dimension exécutive, d'abord parce qu'il a son autonomie en étant doté de commissaires, et parce qu'il est en relation permanente donc avec le pouvoir exécutif incarné par le ministre de la guerre. Alors, il faut préciser une chose, effectivement, à partir de 1791, on ne parle plus de secrétaire d'État de la guerre comme c'était le cas sous la monarchie, sous l'ancien régime. À partir de 1791, on parle de ministre de la guerre et donc de ministère de la guerre, dont nous allons voir maintenant eh bien, un certain nombre d'attributions donc dans cette sous-partie consacrée au contrôle exécutif de la force armée. Donc, on vient de le voir, donc l'Assemblée dispose d'un pouvoir important, mais en termes donc vote du budget, de définition des orientations stratégiques. Maintenant, pour l'exécution de ces modèles et de ces plans, eh bien, c'est le pouvoir exécutif qui en a la responsabilité. La direction des opérations, l'organisation, la répartition des troupes sur le territoire, l'organisation des plans d'opération et le commandement effectif, eh bien, c'est le pouvoir exécutif. Le roi continue donc à être le chef de la force militaire. Alors, donc, nous allons voir maintenant quelles sont les attributions concrètes du pouvoir exécutif dans ce domaine-là. Alors, un des principaux enjeux qui sont soulevés par Robespierre dans un discours du 22 février 1790, donc à l'Assemblée, eh bien, c'est la répartition des troupes sur le territoire. Parce que, eh bien, nous sommes dans la phase que nous avons étudiée tout à l'heure, dans une phase où il y a cette hésitation, cette incertitude sur le rôle politique des armées qui peuvent soit réprimer les mouvements insurrectionnels, soit y contribuer. Alors, Robespierre, lui, ce qu'il craint, c'est la dimension répressive. Et donc, il évoque cette problématique. Dans ce moment même, des villes ont reçu des garnisons extraordinaires qui ont, par la terreur, servi. Alors, quand il parle de terreur, il ne s'agit pas de la terreur de 1793, hein, qui ont, par la terreur, servi à violer la liberté du peuple, à élever aux places municipales des ennemis cachés de la Révolution. Donc là, il évoque cette problématique d'une sorte de complicité entre l'armée et une intention contre-révolutionnaire. Ce malheur est certain, je le prouverai, et je demande pour cet objet une séance extraordinaire. Tout cet empire est couvert de citoyens armés par la liberté, ils repousseront les brigands pour défendre leur foyer. Alors, les citoyens armés par la liberté, c'est en partie la garde nationale. Rendons au peuple ses véritables droits, protégeons, je le répète, protégeons les principes patriotiques. Et donc, bon, ce que dit Robespierre, c'est que, eh bien, il faut faire en sorte que les forces armées ne soient pas déployées à l'intérieur du territoire,
parce qu'elle représente un danger pour la vie publique. Alors, ça souligne l'enjeu, effectivement, du contrôle par le pouvoir exécutif de la force armée. Donc, alors, contrôle qui s'exprime sur différents modes. Alors, par exemple, Alexandre Lameth, alors qui a été président de l'Assemblée nationale, il explique le rôle, par exemple, aussi que peut avoir un ministre dans l'organisation interne de l'armée et notamment pour la désignation des officiers. Alors, je le cite, chaque ministre intéressé à se faire des créatures bouleversait l'ordre établi pour favoriser les hommes qu'il voulait attacher à sa fortune et le gouvernement semblait se plaire à marquer sa puissance en méconnaissant les règles que lui-même avait établies. Là, donc, Lameth rappelle que l'armée, c'est la chose du roi. Alors, en l'occurrence, là, il parle du ministre, mais le ministre ne fait que mettre en œuvre la politique voulue par le roi. Donc, l'armée est entre les mains du pouvoir exécutif, comme le dit Alexandre Lameth. C'est ce que je disais aussi donc, en introduction. Le contrôle de la force publique, c'est l'incarnation absolue de la monarchie absolue, justement. C'est la maîtrise de la force et la maîtrise arbitraire de la force par la monarchie. Alors, ce que précise aussi Alexandre Lameth, c'est que tout ça donc a un impact sur le fonctionnement interne de l'armée. Il l'écrit, il le dit, puisque c'est un discours. Les principes de l'admission et de l'avancement aux différents grades n'intéressent pas moins, messieurs, l'ordre public et les droits les plus chers des individus. Donc, là, vous le voyez, c'est formulé de façon très précise. Quand on dit qu'il faut insérer la force armée dans un dispositif légal, il faut que la force armée soit contrôlée par la loi, ça désigne la problématique des modalités d'action, des modalités d'intervention, je rappelle la loi martiale par exemple, mais ça concerne aussi la question de l'organisation interne de la force armée, c'est-à-dire les droits des militaires, mais aussi les droits de promotion qui sont vraiment considérés dans ces années 1789-1790 comme un des enjeux majeurs. Il faut se souvenir que le droit de promotion était limité à la noblesse depuis l'édit de Ségur, en 1781. Là, l'application du principe d'égalité en droit va devenir un des thèmes majeurs débattus à l'Assemblée nationale et c'est ce qui va contribuer donc à changer le statut du soldat, ce que nous allons voir donc dans la troisième partie. Alors, définir les droits du soldat, c'est bien sûr réfléchir à l'articulation entre le statut du soldat et le statut de citoyen. Alors, il y a une expression qui revient souvent, c'est l'expression de citoyen-soldat, que l'on associe souvent à la Révolution française. On l'associe souvent, mais à tort. Parce que la Révolution française commence en 1789 par une certaine forme de rejet de l'idéal du citoyen soldat. Alors qu'est-ce que c'est qu'un citoyen soldat ? C'est un citoyen qui n'est pas un soldat professionnel et qui peut être appelé pour faire la guerre. Alors en fonction d'un système d'obligation militaire qu'on appelle généralement un système de conscription. Or, il faut le rappeler, on associe souvent la Révolution française à la conscription, mais la conscription, elle n'est créée qu'en 1798. Vous voyez qu'il a fallu attendre beaucoup de temps, entre 1789 et 1798, pour que s'impose
le principe de la conscription. Alors, le principe de la conscription, il avait malgré tout, dès 1789, un certain nombre de partisans. L'un d'entre eux, Dubois-Crancé, qui est député, mais aussi donc membre du comité militaire, eh bien, lors d'un discours le 12 décembre 1789, Dubois-Crancé donc défend le principe de la conscription, c'est-à-dire la création d'un système d'obligations militaires qui permettrait de transformer une armée l'armée qui existe, elle est professionnelle, en une armée de conscription. Et voilà ce qu'il dit, dans une nation qui veut être libre, qui est entourée de voisins puissants, criblée de factions sourdes et ulcérées, tout citoyen doit être soldat et tout soldat citoyen. Sinon, la France est arrivée au terme de son anéantissement. Il faut donc une conscription vraiment nationale. Il faut que chaque homme, dès que la patrie sera en danger, soit prêt à marcher. Alors, vous voyez les deux enjeux qui sont soulignés par Dubois-Crancé. Alors, d'abord, c'est l'enjeu de la guerre. Lorsque la patrie est en danger, il faut pouvoir mobiliser les citoyens. Bon, ça, c'est évident. Maintenant, il y a un autre enjeu qui est évoqué dans le début de la citation, c'est l'enjeu politique. Comment l'armée peut-elle contribuer à l'unité de la nation? Eh bien, justement, en faisant en sorte que l'armée ne soit pas une armée de professionnels au service du pouvoir exécutif, mais que l'armée soit l'incarnation, l'expression de la nation. Alors, ce principe formulé par Dubois-Crancé, eh bien, suscite énormément de réticences. Pourquoi? Eh bien, parce que la Révolution française commence avec le rejet du principe de l'obligation militaire. Pourquoi? Parce que l'obligation militaire est associée à la monarchie absolue. L'obligation militaire, ça n'est pas la Révolution française qui l'a inventée, on l'a déjà vu, c'est la monarchie. La milice royale créée par Louvois en 1688 et institutionnalisée de façon permanente en 1726, eh bien, la milice royale, eh bien, c'est l'incarnation du principe de l'obligation militaire. Et fait remarquable, les cahiers de doléances qui ont été donc rédigés lors de la convocation des États généraux en 1788, eh bien, une des principales demandes de réforme, c'est la suppression de la milice nationale. Et on associe souvent dans la France en 1789 et en 1790, on associe souvent le principe de l'obligation militaire à la monarchie absolue. C'est une forme, c'est une façon de soumettre les sujets du roi à la volonté du roi. C'est comme ça qu'on interprète donc l'obligation militaire. Donc, lorsque Dubois-Crancé avait fait sa proposition de création d'un système de conscription, eh bien, ce système est rejeté. Donc, l'armée reste une armée professionnelle. Maintenant, cette armée professionnelle, eh bien, elle pose, elle aussi, un certain nombre de problèmes exprimés par Guibert dans son traité publié en 1790. Alors, d'ailleurs, Guibert ne survivra pas à la publication de son traité puisqu'il meurt en 1790. Alors, Guibert explique que eh bien, les principes qui structurent l'armée sont contraires au principe de la citoyenneté. Il dit, par exemple, il écrit, les principes qui servent de base à la discipline et les préjugés qui composent l'esprit militaire sont nécessairement et par leur nature en opposition avec tous les principes de l'esprit citoyen. Alors, il développe cette idée, les soldats doivent avoir la soif de la guerre et les citoyens l'amour de la paix. L'égalité et la liberté sont les droits du citoyen, la subordination et l'obéissance passive sont les devoirs des soldats. Bref, Guibert explique qu'une armée professionnelle, c'est-à-dire une armée constituée de soldats qui sont imprégnés de la culture et des valeurs militaires, eh bien cette armée ne peut pas être une armée citoyenne. Alors, pour autant, Guibert
ne défend pas le principe d'une armée de conscription. Guibert explique que l'armée doit par définition être professionnelle, mais que, justement, comme l'armée doit être par définition professionnelle et qu'elle a par définition sa propre culture, ses propres normes, qui sont incompatibles avec les normes de la citoyenneté, eh bien, cette armée doit être encadrée par la loi, doit être contrôlée, et Guibert, par exemple, rappelle la nécessité que pour faire face à une armée autonome, gouvernée par ces principes qui sont donc différents des principes de la citoyenneté, eh bien, il faut la garde nationale. La garde nationale, c'est aussi une façon de contrer éventuellement une armée qui deviendrait insurrectionnelle ou au contraire une armée qui agirait aux ordres du roi contre les institutions. Et donc, Guibert explique plus loin que, puisque une armée ne veut pas être composée de citoyens, il faut qu'elle soit exclusivement affectée à des missions de guerre, et non pas des missions de maintien de l'ordre à l'intérieur du royaume. Alors, il distingue ce qu'il appelle les forces du dehors et les forces du dedans. Les forces du dehors, c'est l'armée professionnelle, gouvernée par sa propre culture. Les forces du dedans, c'est la maréchaussée et c'est la garde nationale. Et donc, voilà le principe défendu par Guibert. Alors, ce principe, je dirais qu'il est assez emblématique de la façon dont beaucoup de Français pensent la question de la force publique. Maintenant, la solution qu'il préconise, eh bien, n'est pas une solution qui fait consensus. Lorsque Guibert dit que l'armée ne peut pas être constituée de citoyens, eh bien là, il définit une politique qui est exactement le contraire de celle qui va être adoptée par l'Assemblée nationale constituante. En effet, l'Assemblée nationale constituante va faire en sorte que l'armée soit composée de citoyens. Alors, cela dit, le principe d'une mobilisation des citoyens, malgré tout, reste dans le champ de la réflexion parce que, eh bien, il y a, malgré tout, cette réticence à l'égard d'une armée strictement professionnelle. Et c'est ce qui fait qu'en 1791, eh bien, au mois de juin, eh bien, l'Assemblée, alors cette fois, ça n'est plus l'Assemblée, pardon, si, c'est toujours l'Assemblée nationale constituante, c'est pas encore l'Assemblée législative. Donc, en juin, l'Assemblée donc réfléchit à une façon de mobiliser les citoyens, alors non pas pour remplacer l'armée professionnelle, mais pour venir en complément, en soutien à l'armée professionnelle en cas de guerre. Et donc, le 13 juin, et donc là c'est ce qu'on voit donc, dans ce répertoire général de la législation française qui a été publié en 1812, donc c'est un répertoire des lois, hein. Le 13 juin est adopté un décret, je le cite, donc qui est signalé là hein, par une flèche bleue, décret relatif à une conscription libre de garde nationale de bonne volonté dans la proportion d'1 sur 20. Alors, là, ce décret, rien que son titre, il est vraiment très intéressant. Une conscription libre. En fait, c'est un oxymore. Conscription libre. Conscription, c'est l'obligation militaire. Et donc, une obligation militaire libre, c'est bizarre. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, alors, c'est le contenu du décret, c'est que, en cas de guerre, eh bien, et en cas de péril, hein, pour la survie des institutions, eh bien, il doit être possible d'effectuer une mobilisation des gardes nationales qui ne sont pas mobilisés en tant que garde nationale. La garde nationale n'est pas une partie de l'armée, hein, je le rappelle, je l'ai dit, ce sont les citoyens en armes. Mais c'est
elle est vécue comme une sorte de vivier dans lequel on pourrait prélever des volontaires qui s'engageraient, alors non pas en tant que soldats professionnels, qui s'engageraient en tant que volontaires pour venir en soutien de l'armée professionnelle, alors en soutien, voire aussi d'une certaine façon en contrôle de l'armée professionnelle, en tout cas pour équilibrer les forces armées, faire en sorte qu'elles ne soient pas uniquement composées de professionnels. Et donc, les gardes nationaux sont vécus en gros comme un vivier de volontaires. Et donc, ce décret du 11 juin crée un premier mouvement de mobilisation et c'est ceux qu'on appelle les volontaires nationaux, qui sont donc levés à ce moment-là. Alors, on les retrouvera, ces volontaires nationaux, notamment en 1792 et en 1793, on y reviendra dans le cours prochain. Donc, vous le voyez, il s'agit de trouver une sorte d'équilibre entre une armée professionnelle, qui reste quand même la modalité principale de constitution de l'armée, mais aussi entre une armée citoyenne. Mais le principal registre d'action, c'est faire en sorte, pour essayer donc de dépasser l'opposition entre armée professionnelle et armée citoyenne. Eh bien, pour dépasser cette opposition, l'Assemblée nationale a fortement investi dans la construction de la figure du soldat citoyen. Alors, le soldat citoyen, ce n'est pas la même chose que le citoyen soldat. Le citoyen soldat, on l'a vu, c'est le citoyen qui devient ponctuellement soldat en cas d'urgence, en cas de guerre. Mais le soldat citoyen, ça, c'est un soldat professionnel, mais à qui on va attribuer des droits qui sont des droits civiques. C'est exactement ce que Guibert considérait comme impossible, comme incohérent. Et bien là, Guibert a eu totalement tort, parce que ce que va faire l'Assemblée nationale constituante, c'est donner des droits civiques aux citoyens. Et c'est notamment exprimé dans le décret du 9 février 1790. Alors, le décret du 9 février, en gros, sa vocation, c'est soumettre l'armée au principe de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, article 6, par exemple, de la Déclaration, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leur capacité et sans aucune distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Donc, tout individu, tout citoyen est éligible à tout grade, toute dignité, tout emploi public. Or, bon, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans l'armée, ça ne fonctionnait pas comme ça depuis l'édit de Ségur en 1781. Et donc, le décret du 9 février établit qu'il ne pourrait être établi sous quelque prétexte que ce soit aucune loi, règlement ni ordonnance tendant à exclure aucun citoyen d'un grade militaire quelconque. Donc là, c'est l'abolition du système du privilège qui existait sous la monarchie absolue. Donc désormais, tout soldat peut devenir potentiellement officier. Tout soldat est éligible à tout grade. Et donc, c'est une première façon de soumettre l'armée aux principes établis par la Déclaration des droits de l'homme. Alors, comment faire du soldat un citoyen? Eh bien, la première chose à faire, c'est lui conférer des droits. Eh bien, ça va être l'objectif de la Constitution d'un droit pénal militaire qui sera adopté en octobre 1791. Alors, au terme d'une longue séquence qui commence d'ailleurs un an plus tôt à l'Assemblée, avec notamment cette loi sur la compétence des tribunaux militaires qui est adoptée le 22 septembre 1790, qui postule que
un homme de guerre ne pourra être condamné à une peine afflictive ou infamante que par un jugement d'un tribunal civil ou militaire suivant la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Alors ça, c'est une véritable révolution, parce que, comme nous l'avions vu lorsque nous avions évoqué donc les origines militaires de la Révolution française, le soldat était soumis à l'arbitraire du jugement de son officier. Or, là, eh bien, on transforme le soldat en sujet de droit, on crée des procédures et on précise que donc tout délit doit être pris en charge par un tribunal qui appliquera la loi. Et cette loi, c'est le Code pénal militaire qui va être donc adopté en octobre 1791, après des débats et après que le projet ait été présenté en août, notamment par Charles Chabroux, qui dit la chose suivante: toute contravention à la loi militaire est une faute punissable, mais toute faute de ce genre n'est pas un délit. Elle ne le devient que lorsqu'elle est accompagnée des circonstances graves énoncées dans la loi. Les fautes sont punies par des peines de discipline, les délits seuls peuvent l'être par des peines afflictives ou infamantes. Voyez, il y a une différence donc entre faute et discipline. Les fautes, ce sont les petites infractions qui peuvent être commises par un soldat, une infraction non pas à la loi, mais à des règlements militaires et qui ne peuvent être punis que par des peines légères. Notamment, par exemple, des peines d'emprisonnement de quelques jours, et donc des peines limitées, et nous le verrons d'ailleurs plus tard à partir de 1790, ce genre de fautes-là ne peuvent être jamais sanctionnées par des châtiments corporels. C'est donc des fautes légères qui sont punies par des peines de discipline qui sont elles aussi des peines relativement légères. Par exemple, on peut priver, notamment ça se fait. Alors il y aura une spécificité de la loi pénale pour la marine. Par exemple, on peut priver un matelot de vin pendant plusieurs jours. C'est une forme, c'est vécu par les matelots comme une forme d'humiliation, mais c'est quand même une peine quand même assez légère. Cela dit, c'est un indicateur qui montre aussi effectivement que la sphère militaire est largement alcoolisée à cette époque. Mais enfin bon, ça c'est un détail. Mais donc voilà le genre de peine auquel s'exposent les soldats qui commettent des fautes. Alors maintenant, les délits, ils peuvent être sanctionnés par des peines afflictives ou infamantes qui, d'ailleurs à partir de 1792, ne seront plus corporelles. Il y a une abolition des châtiments corporels, et parce que on considère que l'application de la loi ne doit pas humilier le soldat, car le soldat, est doté d'une dignité qui est une dignité de tout citoyen. Et ça, c'est un élément très intéressant, parce que le code pénal militaire qui est adopté donc en août 91 est adopté après aussi l'adoption du code pénal civil. Et le code pénal civil avait institué l'existence donc de peines infamantes qui consistent par exemple à priver un citoyen de ses droits civiques et de le priver de sa dignité. Et ça, c'est un point très important parce que la possibilité de priver un citoyen de sa dignité veut donc dire que tout citoyen est doté d'une dignité. Eh bien, dans le monde militaire, on applique le même principe. Tout soldat, par définition, est doté d'une dignité et si on l'en prive, ça ne peut se faire qu'à l'issue d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire comme dans le monde civil. Donc,
le soldat devient un sujet de droit, le soldat devient un citoyen doté d'une dignité. Et ce qui exprime aussi très bien cette dignité dont sont dotés les soldats, eh bien, c'est l'application d'un nouveau système de promotion. Permettre aux soldats donc d'être promus, c'est là aussi les considérer comme des sujets de droit soumis aux principes de la Déclaration des droits de l'homme. C'est un enjeu politique majeur. Alors, en septembre 1790, donc, eh bien, est adopté un nouveau système de promotion. Alors, ce système de promotion, eh bien, il reconnaît, il institutionnalise le principe du mérite. Alors, en instaurant plusieurs modalités de promotion. Alors, d'abord, il y a les promotions au choix qui sont entre les mains du pouvoir exécutif. Le roi et son ministre ont la possibilité de promouvoir un certain nombre d'officiers généraux, principalement, voire supérieurs, au niveau colonel ou au niveau capitaine de vaisseau dans la marine, mais une faible proportion. Mais on conserve le droit, le pouvoir du roi de nommer un certain nombre d'officiers. Mais le nombre de ces officiers donc, qui peuvent être promus par le roi eh bien, est très largement équilibré, compensé, voire dépassé selon les grades, par les officiers qui sont promus selon deux autres modalités. Il y a une première modalité qui est instituée, qui est l'ancienneté. La promotion à l'ancienneté, on définit donc des normes pour que un officier puisse être promu à l'ancienneté. L'autre modalité, eh bien, c'est d'être promu au choix. C'est-à-dire que lorsque une charge est vacante, eh bien, tous les officiers ou sous-officiers venant du grade immédiatement inférieur peuvent y postuler et à ce moment-là, ils peuvent être choisis, alors désignés candidats par leur père et ensuite choisis par un collège, le collège des officiers. Alors, ça n'est pas encore le système de l'élection qui sera institué en 1793. En 1793, tous les officiers seront élus. Mais c'est un système donc qui permet d'articuler entre elles trois modalités de promotion à l'ancienneté, au choix du roi et au choix d'un collège d'officiers. Et donc, mais l'essentiel, c'est donc que désormais les modalités de promotion sont soumises à la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et donc, ça contribue non seulement à construire la dignité du soldat, mais aussi donc à le rendre citoyen parce qu'il a désormais donc des droits qui sont enregistrés par la loi et voilà qui change radicalement le statut du soldat dans la société, qui change aussi radicalement la place du fait militaire dans l'édifice politique. Et donc, pour reprendre l'expression donc que l'on a déjà évoquée, qui donc instaure une véritable constitution militaire. Eh bien, tout cela va contribuer effectivement à faire de l'armée un acteur politique très important, un acteur social, et comme l'explique très bien Alexandre Lameth, donc eh bien, les nouvelles lois sur l'avancement seront le plus précieux de vos bienfaits en faveur de l'armée parce qu'elles n'intéressent pas seulement la fortune, mais la dignité, mais la gloire de chaque individu. Elles deviendront un moyen de plus de les attacher à la Constitution. Et là, c'est un constat absolument essentiel. L'armée
va devenir, à partir de là, alors après la phase compliquée, la phase ambivalente avec alternance d'insurrection et de répression, eh bien après cette première phase des années 89-90, eh bien l'armée va devenir le principal soutien de la Révolution et des institutions construites sous la Révolution. Et d'ailleurs, quand on examine l'importance, la place de l'armée dans l'histoire de la Révolution française, eh bien, on s'aperçoit que l'armée est restée fidèle à tous les gouvernements, malgré les différents changements politiques. Et puis, il y a un élément fondamental, c'est que finalement, qui ont été, quels ont été les Français qui ont pu directement, immédiatement profiter des acquis de la Révolution française, ce sont les soldats. Par exemple, un sergent qui, avant 1789, était sûr qu'il ne deviendrait jamais officier, eh bien, à partir de 1790, eh bien, il peut espérer devenir officier. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qui va beaucoup contribuer à la motivation de l'armée française. Ça, c'est une question qu'on évoque souvent, c'est comment se fait-il que l'armée française a remporté des victoires aussi brillantes et éclatantes pendant les guerres de la Révolution française? Eh bien, un des éléments de réponse, il y en a plusieurs, hein, et on les étudiera, mais un des éléments de réponse, c'est la motivation. L'armée française devient l'armée la plus égalitaire d'Europe et elle est animée d'abord d'une fidélité à l'institution, à la loi, mais aussi d'une fidélité plus générale à la Révolution. Et ça, ce sont des éléments importants de motivation. Et puis, par ailleurs, dans la société, le soldat est désormais reconnu comme un citoyen, non plus comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, un citoyen de second ordre, mais au contraire, comme un citoyen modèle. Pourquoi? Parce qu'en tant que militaire, il est considéré comme contribuant à la défense, non seulement de la nation, mais aussi des institutions. Et pour terminer, eh bien, voyez cette affiche de recrutement qui date de 1792. Cette affiche de recrutement, donc pour recruter des soldats volontaire, eh bien, elle s'inspire d'un genre qui existait sous l'Ancien Régime. C'était lorsque des recruteurs arrivaient dans une ville, eh bien, ils placardaient ces affiches pour appeler les soldats, les jeunes gens à venir s'engager. Et il y avait une argumentation qui disait, souvent ça commençait par avis à la belle jeunesse, et engagez-vous, vous aurez des beaux uniformes, vous serez nourris, blanchis et logés, et puis vous aurez des uniformes qui vous permettront de séduire les femmes, etc. Enfin bon, voilà, tous les lieux communs sur la condition militaire. Eh bien, cette affiche, elle reprend en partie ce registre-là en disant brave et brillante jeunesse dont le désir est d'acquérir de la gloire. Donc là, vous voyez, on est tout à fait dans le registre habituel des affiches de recrutement. Mais là, on y ajoute quelque chose, acquérir de la gloire en combattant pour la liberté, sous les drapeaux de la Constitution. Venez dans le 102e régiment, vous y puiserez les véritables principes du soldat sous des chefs qui ont juré d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'engager dans l'armée, c'est s'engager au profit. Alors, on est en 1792, à un moment où le roi, la France est encore une monarchie, le roi n'est pas encore tombé. Mais donc, c'est s'engager au service de la nation, de la loi et du roi. C'est donc s'engager au bénéfice du corps politique, du corps civique. C'est donc ce qui fait du soldat non seulement un homme en armes qui peut se couvrir de gloire, mais aussi un citoyen modèle doté de vertus qui sont des vertus civiques et des vertus civiques par excellence. Voilà donc le travail qui est accompli pendant ces 2 années et demie
hein, de juillet 1789 jusqu'à la fin 1791, et on pourrait même prolonger jusqu'à la déclaration de guerre en avril 1792, ce que nous étudierons à la prochaine fois, et donc je republierai à nouveau ce cours, mon cours donc, sur ma chaîne YouTube. Et là, nous verrons donc la prochaine fois comment cette armée qui vient de se construire, eh bien, va faire la guerre tout en continuant à impacter d'une forte influence le cours de la Révolution française.